Azul flaouet, azul flaouen, anṣuf yes-wen ɣer tesdawit tamaziɣ unebdu. Dɣa sagi kan sarag i d-newwiɣ kagi iwakken ad nili yid-wen di tameddit-agi. Ad yili akked Mass Abdullahi Atayoub netta d atergi. Yusa-d iwakken ad aɣ-d-imeslay ɣef yidles ɣef tmeslayt akked itergiyen. Dɣa ma niɣ-d kagi kana sin imeslayen fell-as ɣef Abdullah Atayoub. Netta il est sociologue de formation. D acu kan aussi il est aussi président de l'association de l'organisation de la diaspora Touareg en Europe. Il a été aussi membre fondateur du Congrès mondial Amazigh. C'est un grand militant et il a toujours été sur le terrain pour sensibiliser dans les institutions en Europe et dans le monde sur la culture Touareg et sur toute la situation là-bas. Bonjour, Monsieur Abdoulaye Atayoub. Bonjour. Bonjour tout le monde. أنصف يسك غير تداويث ونبذو تمازيغت. استماجق أنا كان نتكلم أدخلك من الخراس مليون. Merci. Donc là, aujourd'hui, vous allez nous donner une conférence sur le monde Touareg, langue, culture et tradition. Oui, tout à fait. En fait, pour compléter ce que vous avez dit, donc j'ai préparé rapidement effectivement cette intervention parce que c'était Mohamed Arali Zakara qui devait intervenir, qui a eu des petits soucis du dernier moment. Et du coup, effectivement, je les remplace un peu à pied levé, donc en sachant que c'est une... voilà, bon, j'ai un peu l'habitude quand même de faire ce genre de conférence, même si les domaines sont très vastes. Donc, je vais faire une petite intervention d'une vingtaine de minutes, qui est une sorte de présentation du monde Touareg, hein, donc dans ces aspects géographiques, culture, langue, économie. Ensuite, je compte évidemment sur les participants pour enrichir tout cela dans la partie débat, dans la partie échange que nous aurons entre nous. Merci beaucoup. On excuse Mohamed Arali Zakara, justement, on comprend ces imprévus. Donc, il n'a pas pu justement assurer la conférence d'aujourd'hui. Mais on est très content aussi que vous soyez là. Et en tout cas, un Touareg, il est remplacé par un autre Touareg. Donc, ravi de vous avoir parmi nous. Bah surtout que pour ce type de conférence, en tout cas d'échange, effectivement, bon, on a tous les deux l'habitude d'animer ça, donc ça pose aucun problème. On est interchangeables, en tout cas, sur cet aspect-là. Ok, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui nous suivent et qui suivent l'université d'été Amazigh un peu partout, ici en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Kabylie, partout. Je tiens à les remercier pour l'intérêt qu'ils apportent, qu'ils accordent à cette université d'été Amazigh. Je vous laisse la parole, Abdoulaye Atayoub. C'est bon, donc je peux y aller. Donc, en fait, oui, comme je disais, je commence par une présentation générale hein, donc, du monde Touareg. Bon, les Touaregs, comme on dit souvent, hein, donc c'est la partie, on va dire, méridionale du peuplement amazigh. Hein, donc, on retrouve aujourd'hui sur 5 pays. Sur les 5 pays, parce que depuis la décolonisation, donc ces 5 pays se sont partagés en fait l'espace Touareg. Donc, c'est les Niger, les Mali. On trouve on va dire, 80%, 85% de la population touareg aujourd'hui, mais aussi l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso. Donc, sur les 5 pays, on peut estimer qu'il y a on va dire, entre 8 et 10 millions de Touaregs. Hein, donc, mais c'est des chiffres qui sont quand même des chiffres à nous. Et il faut savoir que les premiers problèmes qui opposent les Touaregs aux États, c'est d'abord la question justement du nombre, la question des statistiques, en sachant que les États, surtout au sud du Sahara, se basent toujours sur ces statistiques, en fait, pour, on va dire, légitimer un peu ou accepter les revendications ou pas des communautés. Et les Touaregs sont très minorés au Niger et au Mali, ils sont les plus nombreux.
Mais nous, on avance ces chiffres en sachant que les chiffres dont les États disposent souffrent de beaucoup d'inconvénients, dans le sens où non seulement il y a l'aspect politique, où ils sont minorés de façon de fait, mais aussi l'incapacité des États finalement à procéder des recensements qui peuvent être considérés comme fiables. Donc on pense que dans un pays comme le Niger, il y a peut-être un quart ou un cinquième de la population qui est en rapport avec la culture touareg. Ce qui fait, le Niger a 22 millions d'habitants, donc ce qui fait quand même du monde, hein, 4, 5, 6 millions de personnes. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont ignorées par beaucoup de Nigériens, parce que c'est très loin des statistiques officielles, qui sont malheureusement reprises par les chercheurs, par les spécialistes, ou même par les médias, hein, donc, dans cet espace. Donc après le Niger vient le Mali, en termes de nombre. Au Mali, on pense qu'il y a un dixième de la population. 2 millions à peu près des gens qui parlent la langue touareg, en sachant encore une fois qu'il y a l'autre aspect qui est souvent qui pose souvent problème, c'est qu'on a tendance à parler du touareg uniquement en parlant des touaregs qui sont de teint clair, en oubliant les touaregs qui ont la peau noire, qui sont très nombreux, notamment au Mali, sur la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, que les autres États du Niger et du Mali ont tendance très rapidement à mettre à part, c'est-à-dire à donner une définition finalement très, je ne sais pas si on peut dire raciale, en tout cas trop tronquée justement de l'identité touareg. Alors que pour nous, être touareg, c'est d'abord se sentir touareg, parler la langue, mais surtout se reconnaître dans l'identité touareg, indépendamment de la couleur de la peau ou indépendamment des autres aspects finalement de l'individu. Donc ça montre un peu la difficulté déjà de la définition de Touareg, mais pour nous les choses sont claires. Donc c'est Touareg, tout celui qui parle la langue et qui s'identifie comme Touareg. Donc sans même parler des origines, parce que les origines peuvent varier, hein, comme pour toutes les communautés. C'est comme ça qu'en fait on définit un peu les Touaregs. Donc les Touaregs, donc sur ces 5 pays, donc il faut savoir qu'à l'arrivée de la colonisation essentiellement française, cet espace qui est donc sur les 5 pays était divisé en confédérations Touareg. Donc, les confédérations, les noms existent toujours, certaines ont disparu, mais dans l'esprit des gens, c'est quand même comme ça qu'ils se définissent encore. Hein. Donc, vous avez la confédération les plus connues, c'est la Hagar, donc dans les studs algériens aujourd'hui, celle des Agers aussi, qui est à cheval sur l'Algérie et la Libye. Au Mali, il y a une confédération Tadamakat qui a disparu dans cette appellation qui composait la Drar actuelle, la région de Kidal, mais aussi vers la boucle du Niger, la frontière de la Mauritanie. Aujourd'hui, il y a d'autres appellations, donc c'est une confédération quand même très grande. Ensuite, vous avez l'Azawar, qui est une confédération qui est à cheval sur le Niger et le Mali, là aussi. Donc, on a la ville de Menaka au Mali. Aujourd'hui, on a la ville de Chintabaraden au Niger. Et vous avez la confédération donc, comme je disais tout à l'heure, de l'Adar, donc la région de Kidal, ça c'est au Mali, de l'Aïr, dans le nord du Niger, et puis de l'Oudalan, donc au nord du Burkina Faso. Donc c'est un peu la région d'ailleurs où il y a pas mal de soucis aujourd'hui avec les groupes djihadistes dans cet espace, parce que c'est à la frontière entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Et puis il y a la région de Tanout au Niger, où il y a une sorte de démembrement de l'Aïr qui s'appelle l'Idamergou, qui est aussi une autre confédération, enfin, en tout cas une autre région. Donc, en termes d'espace géographique, donc, ces confédérations, finalement, se sont partagées pendant très longtemps tout cet espace qui fait, je ne sais pas combien de fois la France, hein, c'est un espace très grand. Et je ne sais pas si je peux montrer. Oui, oui, vous pouvez montrer la carte. Vous avez la main, Abdoulaye. Voilà, Vous avez la attendez. main, vous pouvez montrer votre carte. Attendez, je vais. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez là. oui.
Donc, en fait, voilà, ça c'est l'espace que je viens de décrire, hein, donc cheval sur les 5 pays. On voit tout de suite la répartition finalement Vous sur pouvez les. le mettre partager l'écran pour voir mieux. Enfin, je vois la carte monde Touareg, mais je ne sais pas si vous avez la possibilité de l'agrandir un peu. Alors, l'agrandir, en fait, après, voilà. Ok. C'est grand chez vous là ou pas? Non, non, non. Ah, On a. parce que chez moi c'est grand, donc du coup, Faut faire partage d'écran. bah, pour moi, l'écran est partagé là, donc. D'accord. Bon, à mon niveau, moi, si les gens qui nous suivent voient ce que je vois de mon côté, la carte, elle prend pas tout l'écran. Elle prend pas toute la page, Non, toute elle prend la. pas toute la page, exactement. Hmm. Bon, de toute façon, c'était parce que pour moi, bon, je vais arrêter le partage d'écran. Voir un peu. Bon, toujours est-il que bon, je vais revenir quand même sur la carte. C'était juste pour montrer en fait un peu cet espace-là. D'accord. Et donc, il faut savoir que ces confédérations, donc c'était des confédérations qui étaient des États, hein, c'était des entités politiques assez importantes avec un grand chef, donc la Ménocale, et qui non seulement règne sur une multitude de tribus Touareg, mais aussi sur des communautés qui ne sont pas Touareg et qu'ils protègent, parce que bon, avant la colonisation, effectivement, c'était comme ça que les choses s'est passées, et que c'était l'importance sur la force d'une confédération qui fait qu'effectivement qui fait son aura et puis son poids politique dans l'espace, dans la région. Donc, et c'est en fait ces configurations existent encore dans les esprits, hein, donc, parce que les confédérations existent, les noms existent. Bon, les États post-coloniaux évidemment réduit l'importance de l'élément local et puis des pouvoirs traditionnels de manière générale. Mais dans l'esprit des gens, ça reste quand même des repères traditionnels qui sont très pertinents pour s'identifier. Donc, et c'est vrai dans les Ougar, c'est vrai dans l'Azawar, dans l'Aïr, dans l'Adar, enfin dans toutes ces confédérations Touareg. Donc c'est comme ça vraiment que les gens se positionnent dans leur espace. Et ensuite, sur le plan économique, donc évidemment, ces populations, en fonction de leur distribution, on va dire, démographique, vous avez vu que la plupart des Touaregs, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouvent au Niger et au Mali pour une raison très simple, parce que c'est là où il y a les régions sahéliennes qui sont propices à l'élevage et que les gens finalement vont là où ils peuvent faire paître leurs animaux. Hein, donc au Niger, dans la région du Sahel, hein, dans l'Azawar, ou dans l'Azawar aussi au Mali, qui aujourd'hui, bon, qu'on appelle aujourd'hui l'Azawad. Hein, donc l'Azawad couvre en fait une partie de l'Azawar traditionnelle, plus l'Adar, plus tout le nord du Mali finalement. Donc, mais bon, c'est une appellation politique. Je reviendrai un peu sur ces aspects politiques la semaine prochaine dans la conférence spécifique sur l'actualité et sur les questions politiques actuelles. Donc la vie économique est liée justement donc, à cet environnement. Hein, donc les Touaregs sahéliens ont beaucoup d'animaux, hein, donc essentiellement de l'élevage des bovins, des camelins, enfin là, il y a une possibilité quand même de faire l'élevage de manière importante. Dans les Sahara, c'est plus difficile. Dans les régions très désertiques, là, c'est essentiellement des camelins, enfin des chameaux, et puis des chèvres que les gens élèvent. Et puis, il y a d'autres sources, on va dire, d'économie. Il y a les caravanes qui sont les plus connues. Les caravanes, en fait, c'est juste le commerce transsaharien, hein, qui existait pendant très longtemps entre l'Afrique du Nord et l'Afrique au sud du Sahara, qui, à un moment donné, effectivement, était très florissant. Avant, évidemment, l'arrivée de camions, l'arrivée des États modernes, finalement, qui ont un peu aussi limité la circulation entre les pays, ou entre les régions, plus exactement. Et puis, il y a l'économie des oasis, qui n'est pas très connue. Et les oasis étant des endroits où il y a de l'eau à volonté, effectivement, bon, c'est le jardinage, c'est tout ce qui est économie, production finalement de légumes, de fruits. Et aujourd'hui, on voit très bien que dès qu'il y a une situation de paix,
Paradoxalement, en fait, c'est dans ces oasis qu'on produit beaucoup de légumes, beaucoup de fruits qui sont exportés. Dans les cas du Niger, par exemple, que j'ai en tête, il y a une production importante dans des oasis dans la région d'Agadez qui sont après exportés vers le sud du Niger, c'est-à-dire vers des régions qui sont comme beaucoup plus verdoyantes, où il pleut plus. C'est pour souligner en fait, le caractère très important finalement de cette économie des oasis qui pendant très longtemps a été quelque chose qui était une composante justement de l'économie de certaines communautés touareg. Et puis bon, ces dernières années, on a aussi connu la période du tourisme, donc avant les questions d'insécurité actuelle. Le tourisme saharien était pendant très longtemps un tourisme de luxe, où c'est essentiellement des Européens, des Américains, ou en tout cas enfin, des gens qui ont les moyens, hein, qui font ce genre de tourisme. Et ça a quand même contribué beaucoup à lancer pas mal d'activités dans le nord du Niger, dans le sud de l'Algérie, en Libye, dans les années 90, 80, même à la fin des années 80, hein, donc ça a commencé. Après, c'est les questions de sécurité qui ont fait qu'à un moment donné, bon, ça s'est arrêté, et puis là, aujourd'hui, c'est pas possible. Et ce tourisme-là a quand même permis non seulement un contact entre les Touaregs de ces zones et le reste du monde, mais aussi a permis la création de beaucoup d'autres activités économiques. Hein, donc, et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup ressenti justement par la population locale. Après aujourd'hui, bon, effectivement, beaucoup de gens s'adonnent, comme il n'y a plus de tourisme, tout l'élevage s'est beaucoup transformé aussi. Les gens se sont beaucoup sédentarisés depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et puis, effectivement, du coup, on voit l'apparition des commerçants qui essaient finalement de s'intégrer dans la vie économique dans chaque pays à travers essentiellement le commerce. Hein. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé. Donc, pour résumer, en fait, sur le plan économique, la vie de Touareg a beaucoup évolué avec le mode de vie, hein, donc, qui était d'abord pastoral, ensuite, aujourd'hui plus sédentaire. Donc, effectivement, et puis les gens se cherchent aussi en termes justement d'adaptation de leur niveau de vie à cette nouvelle réalité. Hein. Donc, et là, il y a une incapacité, à mon avis, des États aussi au Niger, au Mali, à accompagner un peu cette reconversion d'un mode de vie nomade, d'un mode de vie qui est basé sur l'élevage, un mode de vie beaucoup plus sédentaire, où les gens sont obligés finalement d'apprendre d'autres métiers, de faire du commerce, pour s'intégrer un peu dans la vie économique ou dans la vie même sociale, hein, du pays. Donc ça, c'est des choses finalement qu'on rencontre encore assez souvent. Et après, évidemment, donc, cette reconversion, ce changement de mode de vie, naturellement joué beaucoup aussi sur la culture, hein, sur les traditions, sur la manière dont les gens vivent. Donc, les traditions d'avant, sur le fait que les Touaregs, il y avait une richesse quand même culturelle très importante qui est liée à ces modes de vie, qui est liée à cette langue, aujourd'hui en train de changer en contact des autres communautés dans un contexte politique où les Touaregs sont quand même, entre guillemets, dominés par d'autres cultures. C'est vrai au Niger, au Mali, bon, c'est vrai en Afrique du Nord aussi. Et là, on voit tout de suite finalement certaines choses qui disparaissent. On voit qu'il y a des jeunes il y a de moins en moins de jeunes, par exemple, qui écrivent le tifinagh, c'est quelque chose, le tifinagh, donc l'alphabet amazigh, hein, donc les Touaregs ont conservé pendant très longtemps, qui s'apprenaient avant de manière traditionnelle, sans école. Enfin, on l'apprenait, moi je l'ai appris comme on apprend à parler finalement. Et cet alphabet a quand même résisté au fil des siècles, et aujourd'hui, avec l'influence du français et de l'arabe, je constate qu'il y a très peu de jeunes qui continuent à l'apprendre parce qu'il n'est pas valorisé par les États. Donc, au Niger ou au Mali, on fait comme s'il n'existe pas. Les États font absolument comme s'il n'existe pas. Et les Touaregs eux-mêmes n'ont pas la capacité justement de les faire vivre à travers leurs propres moyens. L'espoir viendrait aujourd'hui finalement de l'évolution sur le monde amazigh de manière générale, hein, donc ce qui s'est passé au Maroc. Et puis on espère toujours qu'en Algérie aussi, qu'il y ait une tendance un peu similaire, en tout cas une valorisation de cet alphabet,
pour qu'il soit plus uniquement quelque chose qui appartient à l'histoire, mais aussi un patrimoine, quelque chose qui peut aussi appartenir à l'avenir. Mais bon, ça c'est un autre débat qui n'est pas tranché dans certains endroits, notamment en Algérie. Et donc c'est pour dire qu'effectivement les modes de vie, les changements de mode de vie a beaucoup joué aussi sur la préservation de cet alphabet. Et puis sur les autres facteurs, enfin sur les autres composantes de la vie, on va dire, de la vie sociale, de la vie littéraire, la poésie. Bon, il y a toujours de la poésie, les thèmes ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on voit une poésie beaucoup plus engagée, beaucoup plus politique, liée à l'actualité. De moins en moins de poésie d'amour comme on a connu, enfin, comme certains écrivains ont beaucoup rapporté. Et puis bon, il y a la langue évidemment aussi souffre beaucoup finalement de l'impact, de l'influence des langues dominantes. Au Niger, c'est l'Hausa qui est la langue la plus répandue. Au Mali aussi, il y a le contact avec d'autres langues. Mais quand il y a un système de domination, un contexte de domination d'une langue ou d'une culture sur les autres, il y a fatalement des équilibres finalement qui sont cassés. Et la langue touareg souffre beaucoup effectivement aujourd'hui de l'influence qui n'est pas toujours justifiée d'ailleurs des autres langues, que ce soit les Hausa, mais surtout aujourd'hui de l'arabe, de la langue arabe à travers évidemment les médias modernes, de la télévision, Internet, tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup de ravages, à tel point qu'aujourd'hui, quand j'écoute certains, dans certains groupes WhatsApp, hein, les gens discutent un peu, très souvent, pratiquement la moitié de ce que les gens disent, finalement, c'est de l'arabe. Et quand on ne parle pas la langue arabe, en fait, on est très vite largué, hein, ce qui est un peu mon cas. Donc les jeunes aujourd'hui parlent difficilement finalement la langue sans y mettre trop du français ou trop d'arabe. En l'occurrence, beaucoup d'arabe, à travers finalement l'immigration historique du Niger et du Mali en Libye depuis les années 80 et 90. Donc ça aussi, c'est un autre aspect qui a beaucoup appauvri finalement la langue et puis qui a beaucoup bousculé en tout cas la culture touareg. Voilà. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des confédérations, de la structuration finalement de la société. Il y a un aspect qui a été pendant très longtemps rapporté par ceux qui ont observé la société touareg, hein, donc c'est l'aspect hiérarchisé de la société. Évidemment, cet aspect aussi disparaît aussi avec la sédentarisation, avec le fait que la société elle-même est bousculée par d'autres valeurs, par d'autres organisations, et puis effectivement par les temps, tout simplement par les temps, par le fait que les choses évoluent dans la vie. Traditionnellement, la société touareg est composée des classes, de castes, je ne sais pas comment il faut les appeler. Donc, on a d'abord la classe guerrière, l'aristocratie guerrière. Et il y a une sorte d'aristocratie aussi religieuse qui s'est créée par la suite, avec une légitimation par la religion, par la connaissance de textes religieux. Ensuite, vous avez les tributaires. Donc, tributaires, c'est ce qu'on appelle les Imrad chez nous, qui sont des Touaregs libres, mais qui ne sont pas nobles dans le langage de l'époque. Et puis vous avez les artisans, les forgerons, donc Inadam, qui sont un peu ceux qui fabriquent tous les ustensiles, tous les outils finalement de la vie courante. On a les anciens serviteurs affranchis, qui sont devenus libres, donc, qu'on appelle Idefan. Et on a les serviteurs, donc les Eklen, qui sont les anciens serviteurs en fait, de Touareg, ça, c'est vraiment la composition, grosso modo, de la société touareg traditionnelle. Bon, aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, ça, c'est en train de disparaître. Aujourd'hui, les gens s'attachent uniquement à leur appartenance à l'identité touareg, comme langue, comme culture. Et ces différenciations sont en train de disparaître, même si elles sont encore dans les têtes, hein, donc il faut plusieurs générations. Mais c'est quand même des choses qui ont existé, et puis bon, donc, qui sont en train de disparaître. Comme je disais, donc, dans la famille, le rôle des membres de la famille, évidemment, l'homme, comme on dit souvent, donc l'homme s'occupe toujours finalement de faire la guerre, s'occupe d'aller chercher, faire du commerce. Les caravanes dont je parlais tout à l'heure, c'est essentiellement les hommes. Les tourismes, pendant très longtemps, c'est essentiellement les hommes, donc pour parler des activités économiques un peu plus récentes.
les travaux enfin, en fonction des régions, parce que là, l'environnement joue beaucoup sur la répartition finalement des rôles entre l'homme et la femme dans les foyers et puis dans la société de manière générale. Dans les régions sahéliennes, il y a quand même des nuances, enfin des petites différences par rapport aux sociétés sahariennes, Touareg. La constante, c'est que l'homme Touareg, enfin l'homme est toujours quand même à l'extérieur et la femme structure et protège les campements, la tente, on va dire. Et bon, et c'est elle qui, en général, organise quand même un peu la vie sociale, la vie locale. Et on a parlé beaucoup justement du rôle de la femme dans la société touareg, la femme étant les piliers évidemment de la famille, les piliers de la société, donc des fêtes. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de participer à la vie politique aussi. Donc pendant très longtemps, les femmes ont joué quand même un rôle très important dans la vie politique. Et malheureusement, cet aspect aussi a beaucoup évolué. Je pense sous le poids de la tradition religieuse qui est venue finalement modifier un peu les traditions touareg d'avant. Et c'est très visible d'ailleurs ces dernières années, enfin ces dernières décennies où la femme a perdu beaucoup en termes de liberté, en termes de pouvoir, en tout cas sa place dans la société traditionnelle. À partir du moment où la société elle-même a été bousculée, effectivement, effectivement la femme a beaucoup perdu de sa liberté dans ces évolutions-là. Bon, l'exemple les plus... En fait, il y a plusieurs exemples. Hein. Bon, les plus connus, les plus rapportés, c'est l'absence de polygamie dans la société touareg. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Bon, beaucoup de gens l'expliquent, en tout cas par les rôles importants de la femme dans la société. Je ne sais pas s'il n'y a pas des aspects qui sont liés au mode de vie aussi. Mais bon, ceci dit, ça se discute, hein, c'est un autre débat. Et en tout cas, la polygamie donc, existe. Il y a une certaine liberté de la femme de se marier, de divorcer, sans que cela nuise à sa réputation. Et puis même de vivre sa vie intime, sa vie personnelle comme elle le veut, sans que cela joue un rôle sur des questions d'honneur ou des questions en tout cas des libertés individuelles de la femme. Donc c'est tous ces aspects en fait qui ont fait dire à beaucoup d'anthropologues pendant très longtemps que la société touareg est une société où la femme est plus libre. Pour avoir grandi dans ces milieux et avoir vécu maintenant quand même pas mal d'années ici en Europe, je pense effectivement que la femme touareg est beaucoup plus libre en tout cas que la femme occidentale. Je parle de la femme touareg traditionnelle. Encore une fois, je ne parle pas de la femme touareg d'aujourd'hui qui est beaucoup dans la liberté a été beaucoup quand même grignotée par les changements de ces dernières décennies. Et après, dans le foyer, effectivement, l'enfant, quand il arrive, bon, pendant très longtemps, quand il y a une succession, par exemple, dans une chefferie, pendant très longtemps, ça a été le fils en fait, le neveu du chef par sa sœur, donc, qui devient chef. Donc ça aussi, ça a beaucoup évolué, je pense, sous la pression de la religion, en tout cas sous l'influence de la religion. Et l'enfant, aujourd'hui, finalement, suit un peu les traditions, en tout cas les habitudes des campements en fait, de son père. Donc ça aussi, c'est une distorsion par rapport à la tradition touareg d'avant. Traditionnellement, évidemment, l'école, c'est d'abord l'école coranique, hein, c'est qu'on a connu s'occuper des animaux et de ses parents dans les travaux qui sont liés à la vie économique, la vie sociale. Et l'enfant porte son turban à 14 ans, 15 ans, et il rentre dans le monde adulte. Et généralement, autour de 20 ans, il se marie déjà, et puis il crée son foyer, et puis il s'autonomise assez rapidement. Et là, bon, là, je parle de tradition, donc aujourd'hui, évidemment, tout ça, c'est quand même un peu... Ça a beaucoup changé, comme ça évolue d'ailleurs même ici en Occident par rapport à ces questions-là. Donc, sous toute cette organisation sociale, toute cette organisation culturelle du monde touareg, évidemment, on peut dire aujourd'hui appartient essentiellement quand même au passé. Et ce qui va rester, c'est quand même essentiellement la langue. Encore une fois, faut-il qu'elle soit préservée, qu'elle soit protégée, qu'elle soit défendue.
ce qui va rester, c'est peut-être certains traits de caractère qui sont liés à l'identité touareg, la notion de... On a un truc qui est difficile à expliquer, enfin, en français, qui est cette caractéristique de pudeur, d'honneur qu'on retrouve dans la société touareg, et qui est un peu les traits de caractère vraiment les plus partagés dans toutes les communautés touareg, qu'elles soient sahéliennes ou sahariennes d'ailleurs. L'achak, c'est un peu ce comportement donc, qui fait effectivement qu'on s'interdit certaines choses, qu'on respecte certaines valeurs, qu'il y a des... voilà, il y a quand même quelque chose qui guide un peu le comportement d'un individu et qui va au-delà de ses intérêts immédiats personnels. Mais tout ça, ça reste quand même, il y a des choses quand même qui peuvent rester, qui peuvent être préservées, on va dire. Mais encore une fois, la vraie question, c'est la capacité des Touaregs eux-mêmes à se trouver leur place dans leur environnement sociopolitique, dans les différents pays où ils sont aujourd'hui. Parce que bon, on a une situation au nord du Niger, le nord du Mali, l'Azawad aujourd'hui, et le Burkina Faso, les Touaregs occupent quand même des positions très, où ils sont dominés par d'autres communautés, ils sont politiquement marginalisés, je pense qu'on peut le dire. Et ça, malheureusement, ça n'a pas beaucoup bougé depuis les indépendances. Et cette réalité, elle est liée à la manière dont ces États ont été construits, ont été créés déjà par la colonisation française. Et la colonisation française au Niger, au Mali, a fait le choix d'écarter les Touaregs on va dire, des pouvoirs politiques dans ces deux pays, pour des raisons qui lui appartiennent, hein, donc qui sont, en sachant que quand même l'espace sur lequel la France a créé les Niger, je dis bien créé les Niger parce qu'avant la colonisation française, les Niger n'existaient pas. La France a créé les Niger ou les Mali. Dans cet espace, c'est quand même un espace qui était à 3/4 ou même parfois 4/5, un espace dominé par les Touaregs, où vivent les Touaregs, ou dominé politiquement par les Touaregs. Donc c'est cet espace qui a été après intégré dans ces pays, et ce qui fait que les Touaregs ont été dépossédés de leur souveraineté finalement sur leur espace traditionnel. Donc l'avenir dépendra aussi effectivement de la capacité des Touaregs à retrouver un peu cette place importante au Sahara central, au Sahel. Les bouleversements géopolitiques actuels, donc j'en parlerai la semaine prochaine quand on aura un entretien, enfin une discussion beaucoup plus sur l'actualité, sur les questions politiques, et puis sur l'avenir du monde Touareg aussi. Hein, donc c'est en mettant un peu aussi en perspective l'avenir du monde amazigh de manière générale en Afrique du Nord. Et là, quand je dis Afrique du Nord, Afrique du Nord au sens large, j'inclus là-dedans évidemment l'espace Touareg aussi. Mais bon, ça c'est un débat, et puis bon, c'est quand même une bagarre qui a commencé. On voit les idéologies, on voit les intérêts géopolitiques qui sont dans cet espace, qui sont très importants. On voit les conflits ou les convoitises des grandes puissances internationales sur les richesses, parce qu'il faut quand même savoir que l'espace qui peut être légitimement revendiqué par les Touaregs comme leur espace, quand je dis leur espace, ça veut dire que c'est l'espace où ils sont majoritaires, si c'est pas dans certaines régions, c'est le seul qui habite. C'est un espace qui fait quand même plusieurs fois la France, hein, qui fait pratiquement, qui est très grand. Donc le sud de l'Algérie, une bonne partie de l'Algérie, du nord du Niger, du Mali, l'Azawad actuel. C'est quand même un espace très important. Et cet espace a la particularité d'être très peu peuplé. Tout à l'heure, je parlais des 8 à 10 millions de personnes. C'est un espace très riche dans toutes les richesses du sous-sol. Hein. Donc, je parle du pétrole, de l'uranium qui est exploité aujourd'hui dans le nord du Niger, mais qu'on trouve partout finalement dans cette région. Et puis il y a tous les métaux rares, il y a toutes sortes de richesses dont pour l'instant on ignore même l'existence, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup d'officines qui savent ce qu'il y a dans ce sous-sol-là. En tout cas, il est très convoité. Et il y a une autre richesse dont on ne parle pas souvent, qui est l'eau. Il paraît que c'est la plus grande réserve d'eau du monde. C'est les nappes fossiles qui sont sous le Sahara, dans cet espace.
Et tout ça fait de cette région, c'est une région qui est très convoitée par les grandes puissances, les Américains, les Chinois qui sont les premières, mais aussi la France qui est la puissance de tutelle finalement de ces pays, le Niger et le Mali actuel. Et puis bon, d'autres puissances émergentes aussi, hein, qui viennent, qui viennent aussi, qui commencent à s'intéresser un peu à cette région. Mais bon, la semaine prochaine, je parlerai beaucoup plus en détail, beaucoup plus longuement sur ces questions, on va dire, d'actualité, sur ces questions géopolitiques. Et puis, bon, évidemment, sur l'influence des mouvements djihadistes aujourd'hui et sur la manière dont ils essaient d'influencer, ou en tout cas dont ils essaient de changer un peu la configuration de cette région. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a l'espace Touareg, donc un espace que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, qui est quand même un espace qui est très grand. Voilà, donc j'arrête là cette petite introduction. Je compte un peu sur les questions qui vont venir, j'espère, pour arriver à préciser ou à revenir sur des aspects que j'ai oubliés. Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Abdoulaye, pour toute, justement, toutes ces informations, hein, toutes ces connaissances sur les Touaregs et le monde Touareg, la culture, l'identité et la langue. À travers ce que vous dites, et à travers ce qu'on a lu aussi sur le monde Touareg, sur le peuple Touareg, c'est vrai que c'est une région quand même qui vit beaucoup de crises, hein. Elle vit beaucoup de crises, notamment avec le tracé des frontières post-coloniales. Il y a la crise, il y a le terrorisme dans le Sahel, il y a la crise climatique aussi, donc la sécheresse. C'est pas facile justement de vivre sa culture, son identité dans cette tourmente. Comment ils font les Touaregs aujourd'hui pour préserver leur culture, leur identité? Oui, en fait, comme vous avez dit, effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé de l'évolution du mode de vie. Et il y a les éléments politiques qui ont la création des frontières, la création des États. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a aussi une succession de sécheresses qui ont beaucoup décimé le bétail, finalement, des communautés Touareg, notamment au Sahel, qui ont accéléré la sédentarisation des Touaregs. Et cette sédentarisation qui est forcée un peu par les États, mais beaucoup facilitée justement par les sécheresses, par la perte de bétail, accélère aussi finalement la perte de la culture, enfin, en tout cas les modifications. En sachant qu'il y a quand même, à partir du moment où les gens sont sédentaires, ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Ils ont finalement d'autres repères, d'autres comportements. Et ça, on voit tout de suite que quand les gens viennent dans les grandes villes, ils adoptent très vite et très facilement la langue dominante dans la ville. Au Niger, très souvent c'est le Hausa. Dans d'autres villes, dans la Zawad ou au Mali, c'est d'autres langues. Et là, c'est la langue qui domine politiquement. En général, c'est quand même. Je reviens toujours sur cette question de la domination politique des langues qui sont valorisées par des États. D'ailleurs, et finalement, les Touaregs qui sont sédentaires, très vite, finalement, apprennent ces langues. Et petit à petit, les enfants, aujourd'hui, on connaît beaucoup de familles, enfin, de plus en plus de familles, dont les enfants ne parlent plus la langue Touareg. À cause de cela, parce que la langue qu'ils voient à la télé, la langue qu'ils entendent à la radio, qui est valorisée dans l'espace public, c'est très souvent une autre langue. Et très vite, finalement, il y a un phénomène. Ce phénomène fait que la culture, quand même, disparaît. Les valeurs qui sont liées à la culture Touareg ne sont pas valorisées. Du coup, effectivement, ça a une incidence sur la manière dont les jeunes se les approprient. Donc, ça, c'est un grand risque. D'où, je reviens toujours sur un peu c'est mon credo, donc je reviens un peu sur la dimension politique, sur la manière dont les gouvernances dans ces différents pays considèrent, ou en tout cas traitent la diversité culturelle.
Ça, c'est un vrai problème qui n'est pas Quels traité. sont, quels sont les moyens que vous avez mis en place justement pour enseigner la langue touareg? On sait qu'aujourd'hui, Tamashar, ce n'est pas enseigné dans la région d'Agadez. Et est-ce qu'il y a d'autres moyens justement pour préserver et transmettre cette langue? En fait, les langues, quand on prend les cas du Niger ou du Mali, donc c'est les deux pays, comme je disais tout à l'heure, où il y a la population touareg est plus importante. Dans ces pays, la langue touareg est considérée comme langue nationale comme les autres langues. C'est-à-dire qu'au niveau de la Constitution, elles ont le même statut que les autres langues. Mais sauf que dans la réalité, dans la pratique, évidemment, c'est la langue qui domine politiquement, qui sont les plus valorisées, qu'on entend le plus. Du coup, l'enseignement de la langue, dans le cas de Niger, il y a un institut des langues nationales qui existe, mais en réalité qui ne fonctionne pas bien pour des raisons de moyens, pour des raisons, enfin pour beaucoup de raisons. Et la langue touareg n'est pas enseignée en tant que telle, en tout cas par l'État. Il y a eu des tentatives d'enseignement expérimental un peu dans certains endroits, mais il faut savoir quand même que c'est des pays qui sont très pauvres, où toutes les langues nationales de toute façon ne sont pas enseignées. Donc tout se passe en fait beaucoup plus dans la rue, beaucoup plus dans la manière dont la langue est présente, beaucoup plus dans les médias. Par contre, l'élément le plus important, effectivement, c'est la distribution, c'est la manière dont l'État donne ou pas un espace dans les médias, ou par exemple dans la communication officielle de l'État, hein, de toutes les administrations de l'État. Très rarement, le tamashek est considéré comme étant une langue de communication. Donc, et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un véritable problème. Et les gens, localement, bon, il y a des associations qui essaient d'enseigner la langue, mais bon, ça, c'est très marginal. Hein. Même des ONG qui viennent pour essayer d'encourager l'enseignement de Tifinagh, mais c'est toujours des petits projets qui sont voilà, qui sont Est-ce que finalement, justement, là, vous parlez des cultures dominantes, il y a aussi le problème de l'arabisation chez les Touaregs mis en place par les pouvoirs, par les institutions. Au final, bon, c'est pas que dans cette partie-là de Tamazra, en Algérie, ainsi qu'en Kabylie aussi, on a subi la même chose. Est-ce que tout ça ne fait pas justement ces destructions de la culture touareg? Finalement, c'est un problème que toute la Tamazra qui vit ce problème-là de destruction de l'identité et surtout l'arabisation de ces populations. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, là, il y a une certaine différenciation entre en Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie et la Libye, ce sont les deux pays donc, traditionnellement entre les Touaregs. Et effectivement, dans ces deux pays, là, comme la langue est tamashek, comme les autres langues amazighes d'ailleurs, donc pendant très longtemps n'ont pas été valorisées. L'arabisation s'est beaucoup accélérée. Quand on va aujourd'hui à Tamarasset ou à Djanet, dans les grandes villes du sud algérien, et effectivement, la langue qui domine, c'est l'arabe. Parce que c'est quand même la langue du travail, c'est la langue officielle, enfin, c'est la langue qui est valorisée partout. Du coup les jeunes aujourd'hui, à part quelques militants, la plupart des gens, automatiquement, finalement, valorisent. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de la religion. Moi, je pense que c'est beaucoup plus par l'importance que l'État a donnée à cette langue, justement, pour écraser ou pour faire disparaître les autres. Donc là, c'est carrément une volonté politique, une volonté idéologique qui est affichée. Donc en Libye, bon, c'était c'est très clair, ça a toujours été. Aujourd'hui, dans la guerre en Libye actuellement, ça fait partie d'ailleurs des enjeux, des positionnements de différentes communautés, cette question des identités, des langues en Libye. En Algérie, bon, le tamashek, comme les autres parlaient amazirs, donc effectivement, sont confrontés aussi à cette réalité. En Afrique, au sud du Sahara, la dimension idéologique en tant que telle construite n'existe pas comme ça, mais elle transparaît quand même dans la pratique politique et dans la manière dont l'État donne une certaine importance ou pas, sans que cela soit officiel, sans que ça soit institutionnalisé comme dans la Constitution. Les langues ont les mêmes statuts, mais dans la réalité,
réalité, dans la pratique, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une dimension économique aussi qui joue beaucoup. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, dans le cas du Niger, juridiquement ou même sur le plan politique, il n'y a absolument rien qui empêche ces Touaregs de créer des chaînes de télévision, de créer des écoles, de créer ce qu'ils veulent. Mais bon, il y a une dimension économique qui ne permet pas justement de créer tout cela. Abdullah Tayoub, ça fait 30 ans hein, que vous militez sur le terrain ici en France, actuellement à la tête de l'organisation européenne des Touaregs. Aussi, dans le cadre associatif aussi, vous avez été membre actif de l'association Temsoud. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, finalement, les Touaregs, est-ce qu'ils ont subi aussi l'exode partir finalement ailleurs. Et est-ce qu'il y a une diaspora importante Touareg en Europe ou en France? En fait, les Touaregs, pendant très longtemps, effectivement, curieusement, bon, ils ne se sont pas beaucoup exilés dans les autres les destinations, on va dire, dans les années 70, après les sécheresses. Beaucoup de Touaregs qui ont perdu leurs animaux se sont sédentarisés ou sont partis dans les pays voisins. Donc, dans les cas du Niger, c'est essentiellement en Libye, Algérie, au Nigeria. Et dans les cas du Mali, beaucoup de gens sont partis dans les pays frontaliers, donc la Côte d'Ivoire ou là aussi l'Algérie. Mais c'est resté quand même lié aux sécheresses, et c'est resté lié, dans les cas du Mali en tout cas, à la question politique aussi. Et puis dans les années 80, effectivement, les questions politiques se sont beaucoup aggravées et beaucoup de gens sont partis. Donc à un moment donné, on a trouvé une très forte communauté touareg d'origine nigérienne ou malienne qui s'est retrouvée en Libye. Ce qui fait que bon, beaucoup de Touaregs libyens aujourd'hui sont à l'origine, finalement, il y a ceux qui sont authentiques, enfin, des autochtones. Quand j'ai dit autochtones, c'est-à-dire avant l'indépendance de la Libye, dans le cas actuel, mais aussi les Touaregs qui sont originaires du Niger et du Mali, qui sont aujourd'hui à Sabra ou Baï, qui sont une sorte de diaspora, qui était une sorte de diaspora, mais bon, aujourd'hui ils sont libyens, même si leur citoyenneté n'est pas encore complètement acceptée par les autorités libyennes. Donc il y a on va dire cet exode en Afrique là-bas, dans les pays frontaliers, mais la communauté touareg n'a jamais été vraiment une communauté qui émigre facilement. Et en Europe, ici, bon, c'est vrai que ça fait une trentaine d'années que moi je suis ici. Je fais partie finalement des premiers qui sont venus ici en Europe, très souvent pour des raisons politiques d'ailleurs. C'est pas du tout. C'est parce que le contexte politique au Niger, au Mali, a fait que les gens sont partis à un moment donné et que certains ont pu venir même jusqu'ici en Europe. Et là, depuis les années 2000, on assiste à l'arrivée effectivement un peu plus de jeunes qui viennent pour des raisons économiques, pour des raisons, enfin, comme les autres, africains qui viennent ici. Mais ça reste quand même très limité. La diaspora touareg aujourd'hui en Europe, on pense qu'il y a quelques milliers, dans l'essentiel ici en France. On en a un peu en Belgique, en Italie, en Allemagne aussi. Mais dans la France, ça reste quand même les pays de destination, pour une raison évidente, qui est liée à l'histoire, qui est liée à la langue, à la culture. Et on estime qu'il y a plus de la moitié, finalement, de la diaspora touareg en Europe qui vit ici en France. Mais ça reste quand même très limité par rapport à d'autres diasporas. Mais bon, en fait, même les autres communautés, au Niger et au Mali, en général, l'immigration, c'est très souvent une communauté ou un village ou un endroit qui émigre beaucoup plus que le reste du pays. Et dans le cas du Niger, par exemple, la communauté d'origine nigérienne, ici en France ou en Europe, est quand même très peu nombreuse finalement. Et les Touaregs sont aussi dans ce lot-là où il n'y a vraiment pas eu d'immigration importante. Et ces dernières années, évidemment, ça a circulé beaucoup plus. Il y a plus de gens qui sont arrivés, y compris même ces dernières années avec cette question des migrants là, qui traversent la Méditerranée. On a quelques jeunes qui sont arrivés ici par ces billets.
et trop souvent d'ailleurs qui sont passés par la Libye ou qui ont grandi ou qui sont nés même en Libye. Voilà, donc il y a une J'ai circulation. envie de dire c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, Je ne sais pas, que après malgré c'est l'avenir qui nous dira. toutes ces problématiques-là, enfin, c'est-à-dire tout est fait pour que le peuple ou la population ait la pousser à l'exode et ils sont quand même restés attachés à leur, voilà, à leur terre, à rester Ce qui a été sur observé, place. effectivement, c'est que les Touaregs sont très attachés à leur terre. D'ailleurs, quand on parle toujours des Touaregs nomades, en réalité, la réalité justement de la vie Touareg a montré que les gens sont nomades, en fait, c'est juste parce qu'ils sont éleveurs, ils sont pasteurs, et qu'ils vont là où le pâturage les amène, mais en réalité, ils ont toujours un espace qui est reconnu, aussi bien par les autres communautés que par les autres composants Touareg elles-mêmes. Chaque famille, chaque tribu a un territoire d'attache qui est connu. Et quand même, quand elle nomadise, elle a toujours cet endroit qui est l'endroit d'attache. Et les pâturages, on vient les chercher, on va les chercher ailleurs quand on n'en a plus, mais après, on revient finalement dans son lieu d'attache. Et donc, c'est ce qui fait que le nomadisme du Touareg a toujours été très relatif. Par rapport à d'autres communautés, par exemple, c'est similaire comme les Peuls, qui sont nomades aussi. Les Peuls sont des grands nomades qui, eux, n'hésitent pas à aller jusqu'en Centrafrique, jusqu'au Cameroun, pour essayer de sauver leurs animaux, alors que les Touaregs, on l'a vu à plusieurs reprises, n'ont pas été capables justement d'aller plus loin pour sauver leurs animaux. Donc il y a toujours cet attachement à la terre, cet attachement à l'air espace, qui est quand même très prononcé, ce qui relativise quand même un peu on va dire, l'appellation nomade Touareg. Hein. Donc, ici, pour avoir animé beaucoup de conférences sur ces questions, que dès qu'on parle de Touareg, on me sort toujours que oui, c'est des nomades. C'est comme ici en Europe, on avait toujours des problèmes avec nos nomades aussi. Ça, les États du Niger ou du Mali ont essayé d'expliquer, enfin, d'exploiter un peu cette facilité des langages pour dire, même en France, vous avez des problèmes avec vos nomades. Donc nous, au Niger, au Mali, J'ai une petite question justement qu'on vous pose là en direct sur le chat. Et finalement, la personne, elle pose la question, quels sont les liens qu'il y a entre les Touaregs et les autres Amazirs de l'Afrique du Nord? Est-ce qu'il y a des liens les liens, il que vous faut savoir qu'il sentissez? y a quand même une distance géographique qui est très importante dans le temps. En fait, il y a deux aspects. Et il y a, je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de liens, beaucoup de choses. Dans les années 80, à part quelques militants amazirs du Nord qui savent que les Touaregs existent, qui ont lu un peu des choses des Mouloud Mamri ou certaines choses. Donc, il y a très peu à part les militants, il y a très peu d'Amazirs du Nord, finalement, qui ont une idée très claire de ce que c'est que les Touaregs. Dans l'autre sens, c'est un peu la même chose. Quand vous voyez les Touaregs dans leur contexte dire naturel, pour eux, l'Afrique du Nord, au-delà du Sahara, bon, c'est un monde arabe, c'est un monde tout ce qu'on veut, tout ce qui les revient. Donc, il n'y a pas des liens construits, on va dire, entre les communautés, parce que les distances géographiques sont importantes. Hein, donc, quand, je ne sais pas, à Alger, je ne sais pas combien de milliers de kilomètres d'Agadez ou de Kidal, c'est quand même des espaces qui sont ces distances qui sont très importantes. Du coup, il n'y avait pas des liens directs, à part les milieux militants, il n'y a pas des liens directs. Et c'est grâce aux travaux, justement, de personnages comme Mouloud Mamri, des gens qui ont très vite, finalement, compris l'importance, justement, de recréer un peu, de rétisser un peu ces liens. Et ça a beaucoup joué. Et la création, la première fois, la création de l'Académie berbère au début des années 90, ça a beaucoup joué sur l'esprit de beaucoup de jeunes Touaregs scolarisés, et évidemment qui fantasmaient un peu sur une grande académie de la langue berbère, avec une valorisation des tifinards déjà à l'époque. Je me rappelle au collège, on écrivait tifinards d'Académie berbère vocalisée, parce que ça nous paraissait beaucoup plus facile finalement d'écrire des lettres là-dedans que dans les tifinards classiques qui sont uniquement des consonnes, donc où on était obligé de déchiffrer pour comprendre ce qu'on dit. Donc ça a beaucoup joué. L'Académie berbère a joué sur les esprits symboliquement, ça a joué un rôle très important au début des années 70.
Mais encore une fois, dans certains milieux déjà scolarisés, un peu cultivés, militants, très limités dans les mondes Touareg. C'est vraiment des choses, c'est des poches assez limitées finalement dans les mondes Touareg. Ça, c'est les années 70. Les années 80, les Touaregs ont commencé par aller en Libye avec l'histoire des Kadhafi qui les a appelés pour instrumentaliser, enfin, pour les utiliser un peu dans ces visées géopolitiques. Mais ça a permis quand même de découvrir qu'en Libye, on pouvait avoir aussi des Amazirs, des Touaregs qui vont, par exemple, dans le nord de l'Algérie, rencontrer les autres Amazirs. Dans les années 80, c'était impossible pratiquement parce que, d'une certaine manière, c'est quand même quelque chose qui était assez bien surveillé par l'État algérien lui-même. Les contacts entre même les Touaregs algériens et les autres Amazirs c'était quand même quelque chose d'assez surveillé. Et donc, ces contacts ont été très difficiles. C'est uniquement depuis la création du Congrès mondial Amazir, on a essayé justement. Et une des choses que j'ai essayé de faire, justement, en tout cas pour lesquelles j'ai beaucoup milité là-dedans, c'est aussi de recréer ces liens et d'avoir cet espace où des Touaregs peuvent venir justement rencontrer d'autres Amazirs et prendre conscience finalement de l'importance de de ce que les gens partagent, ce que les gens ont en commun, et surtout du fait que les Touaregs seuls ne peuvent pas survivre, on va dire, sur le plan culturel, sur le plan identitaire, si ce n'est pas englobé dans une évolution de la place du monde amazigh de manière générale en Afrique. Donc, et ça, c'est ce travail-là, finalement, qui a commencé, le Congrès amazigh ou tous les mouvements associatifs des années 90, 80-90, a beaucoup contribué quand même un peu à sensibiliser les gens, aussi bien au nord que dans le monde Touareg, sur cette question. Et puis, il y a une chose quand même qui est importante aussi, la reconnaissance des Tifinagh au Maroc comme alphabet pour transcrire le berbère. Je sais que beaucoup de gens pensent que il y a un débat autour de ça, mais symboliquement, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup rapproché les différentes composantes du monde amazigh. Sachant que la portée symbolique des Tifinagh dépasse les aspects uniquement pratiques ou les aspects uniquement linguistiques ou des choses comme ça. Donc, il y a quand même une dimension politique qui est, à mon avis, la chose la plus importante. Merci beaucoup. Pour résumer, le lien entre les deux parties, le monde Touareg et les autres Amazirs, effectivement, était pendant très longtemps très difficile pour toutes ces raisons. Ouais, je pense que cette question du lien, elle est très importante parce que ça permet justement de préserver toute cette culture amazigh, que ce soit dans les pays d'origine ou même dans la diaspora. On a beaucoup appris aujourd'hui sur la culture touareg et sur surtout les difficultés et toutes les crises que vivent justement les Touaregs. J'ai juste une dernière question avant de finir cette conférence. Est-ce que, ça fait 30 ans justement que vous militez, et c'est pour sensibiliser les institutions européennes, internationales sur ce que vit la culture touareg ou l'identité touareg. Est-ce que vous avez eu des échos où ça a fait bouger des choses ou pas? En fait, nous, c'est vrai que là, la première association Touareg militante, c'est-à-dire créée uniquement sur les considérations sur ces questions, on va dire, culturelles, sur les rapports avec les autres Amazirs, c'est l'association l'association Temoust sur Vie Touareg, qui a été créée à Paris, dans les sièges à Lyon aujourd'hui. À travers cette association, au début des années 90, on a fait tout un travail à la fois en direction effectivement des organisations internationales, comme les Nations Unies, le mouvement des peuples autochtones des Nations Unies, donc où on était une des premières associations africaines dans les mouvements autochtones. Après, il y a d'autres associations amazirs qui sont arrivées, mais Temoust était la première association amazir donc à intégrer ces mouvements autochtones. Ça a quand même joué beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup de Touaregs qui sont arrivés chaque année. Pendant très longtemps, chaque année, j'allais à Genève. Il y a des délégations du groupe Touareg qui venaient justement pour participer aux travaux de ces mouvements autochtones, donc aux Nations Unies.
Et là aussi, ça a été un autre endroit où les gens ont rencontré d'autres, en fait, les Touaregs ont rencontré d'autres Amazirs sur ces questions finalement d'identité, ces questions de culture. Après, évidemment, parallèlement à ça, il y a eu la création du Congrès mondial Amazir, hein, donc, qui a été un symbole, qui reste toujours un symbole, d'endroits où les gens, finalement, quel que soit leur pays, quel que soit leur bord politique, viennent discuter de leur identité, de ce qu'ils sont. Euh, Ça aussi, ça a été un autre. Le fait que ça soit lancé, d'ailleurs tout ça c'est lié, ça a été quelque chose d'autre qui a beaucoup, enfin, qui a joué un rôle quand même très important. Et puis avec les instances européennes aussi, donc au Parlement européen, donc l'association Temoust pendant très longtemps a eu un travail beaucoup plus tourné sur des questions naturellement immédiates politiques, hein, sur la place des Touaregs, sur les questions de droits de l'homme au Niger, au Mali. Évidemment aussi sur les liens avec les autres matières. Donc, ce sont les trois choses, au-delà des activités culturelles de proximité, hein, conférences, expositions, tout ce qu'on a pu faire en Europe, dans pas mal de villes européennes, hein, pour faire connaître un peu les Touaregs. Bah, tous ces travaux, maintenant avec le recul, ça a quand même servi, ça a contribué en tout cas à faire connaître les Touaregs et surtout à faire apporter la parole Touareg ici en Europe, où il y a très peu de Touaregs, et puis surtout, il y a très peu de gens qui étaient en situation justement d'exprimer un peu ces revendications, même d'exprimer un peu même l'existence des Touaregs en dehors des clichés classiques post-colonial de l'homme bleu du désert, mystérieux avec son turban sur son chameau, qui n'a pas de frontières, voilà. On a essayé un peu de casser un peu cette image, de dire qu'il y a effectivement ces clichés qui existent, mais aussi la réalité d'un peuple qui se cherche, qui aspire à avoir un avenir, et puis qui aspire aussi à ce que ses droits soient reconnus sur son territoire, sur son espace, et que sa culture soit préservée. Et ça, c'est une bagarre donc, politique, hein, bon, qui est toujours en cours, de façon qui finit pas, mais où le travail qui a été fait par la diaspora touareg a quand même beaucoup joué, et puis continue de jouer d'ailleurs. Aujourd'hui, on est ici, on essaie de mettre en lumière des choses qui sont encore un peu tabous, hein, dans les pays d'origine, où la diaspora, elle, est capable quand même d'exprimer un peu des choses, de dire des choses, et de créer des liens qu'il faut. Encore une fois, je parle toujours de ces liens avec les autres Amazirs, pour faire prendre conscience justement du fait que les Touaregs ne sont pas seuls et que c'est l'avenir du monde de la langue amazigh, c'est du monde amazigh qui se joue aussi aujourd'hui à travers les bouleversements du monde d'une manière générale. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour tout ce savoir, toutes ces connaissances-là que vous avez partagées avec nous à travers l'université d'été Amazir. Je rappelle que les conférences continuent hein, avec l'université d'été Amazir. Et demain, juste pour faire le lien avec ce que vous dites, justement, demain, la conférence, ça sera avec Pierre Vermerin qui va nous parler sur justement les Kabyles et la France. C'est vraiment sur ce qui s'est passé dans cette France coloniale et la France d'aujourd'hui. Mais surtout, c'est le moment de réécrire cette histoire officielle. Donc, ça sera notre conférencier demain, Pierre Vermerin, à 19h. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. أونينير ثنميرثنون تسداويث ونبذو ثمزيغ دوغالغورون أزكى تلميرتكم مير التفارم مير درنا مفوذ جاكن ذي لهنا ذي ثلويث أرزكا. Merci à vous. Merci.